Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On continue à rattraper notre retard avec un nouveau post-mortem. Aujourd'hui, après avoir parlé du Heat et de la conférence Est, hier le Heat éliminé au premier tour des playoffs, on retourne au second tour des playoffs pour entamer cette deuxième partie à l'Est, toujours. Et on va parler des Knicks. Aujourd'hui, avec moi, j'ai le marathonien des post-mortem, Constant. Comment ça va, Constant, aujourd'hui? Oh, marathonien, je ne sais pas. Disons que j'ai moins de chances de dire des conneries en faisant des post-mortem qu'en faisant des previews. C'est peut-être pour ça que je fais plus de post-mortem que de preview. Mais non, mais sinon ça va. Non, on est là pour parler de ces Knicks et voilà. Moi, je suis content de parler des Knicks. C'est une équipe qui a diverti, qui a rendu divertissant une grande partie de ses playoffs. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'ils étaient là parce que sans eux, on aurait quand même eu de soirées bien plus ternes, on va dire, au niveau des matchs. Ouais, à l'Est, c'est un peu le phare dans la nuit. Ces Knicks ont Ouais. été le phare dans la nuit. D'ailleurs, Constant, est-ce que je te laisse la présentation du coup, ou est-ce que tu préfères être dans ce rôle d'analyste, toi qui as présenté l'épisode sur les Nuggets, du coup, qu'on invite les auditeurs à aller écouter? Bon, j'ai présenté péniblement, Non, mais après, je suis bien là sur les Knicks. J'ai trouvé deux, trois petites interrogations qui sont un peu tatillonnes, hein. On va être très honnête, c'est un peu du tatillon. On est sur des équipes où globalement le bilan est assez positif, donc il faut un peu se creuser les ménages pour essayer de trouver des interrogations. Disons que quand j'ai eu à faire les Clippers, les interrogations étaient un peu plus faciles à trouver, ou quand c'était les Pels, elles étaient un peu plus simples à trouver. Mais non, on fera peut-être une présentation une fois de temps en temps, mais sur des formats un peu plus cadrés, hormis si bien sûr tu me laisses présenter le DH20. Non, ça n'arrivera pas. Et encore heureux. Non mais big up à Constant. Vous pouvez le dire dans les commentaires que Constant était l'homme orchestre, a Bon. été très très bon à la présentation. Effectivement, tu l'as dit, Constant, c'est un peu plus simple quand on s'attaque à certaines équipes, dont les Bucks. Les Bucks vont arriver, encore une fois, en toute transparence. On a enregistré une salve de post-mortem, là, qu'on sort. On aura peut-être une petite mini-pause avant les finales NBA également. Et oui, les Bucks vont sortir. Je sais que toute l'équipe de Nkebdo souhaite me voir souffrir dans ce post-mortem, donc ce post-mortem sortira. En tout cas, trêve de plaisanterie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, c'est ce qu'on vous répète à chaque épisode, et à nous suivre également sur YouTube et sur Twitter, et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, que ça soit Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer. Voilà. On entame, Constant, cette première partie. Comme d'habitude, on démarre nos post-mortem avec un résumé des playoffs des Knicks. On est sur une équipe qui a passé donc le premier tour et qui s'est heurtée à la surprise, Indiana au second. Et tu as utilisé le mot que je souhaitais utiliser, Constant, c'est divertissant. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu beaucoup de blessures, on va y revenir, mais ça a été divertissant. Cette campagne, elle a été divertissante, cette campagne des Knicks. Ah ouais, j'étais divertissant. Enfin, très honnêtement, s'il y avait pas eu les Knicks, on se serait ennuyé, hein. Franchement, ces playoffs 2024 auraient beaucoup plus ressemblé aux playoffs 2023. Et heureusement, tous les soirs, tu voyais, New York joue en playoff, tu savais que tu allais avoir un match improbable, des fins de match gérées, des actions de folie, des performances qui sortent d'ailleurs. Non, mais après, sur le résumé de ces playoffs des Knicks, bah, déjà, il y a ce que je considère comme étant la meilleure série, moi, de tous ces playoffs. Alors, je sais, beaucoup retiendront la bataille tactique entre Minnesota et Denver, mais moi, on m'enlèvera pas mon petit Philly contre New York où honnêtement, c'était n'importe quoi. Chaque match, c'était n'importe quoi. Le match 5 est parmi les matchs les plus fous que j'ai pu voir en playoff ces dernières années. Puis il y avait vraiment ce savant cocktail de match serré, performance historique, duel de shot-making. Enfin, on n'était pas au niveau de Jamal Murray, de Donovan Mitchell, de la bulle, mais le duel entre Tyrese Maxey et Jalen Brunson, c'est c'est ce à quoi j'ai pensé au moment où je voyais les deux s'échanger des grosses performances de shot-making. Donc voilà, une série exceptionnelle qui aurait, voilà, si on avait été encore un peu plus capricieux, on aurait aimé que cette série aille en 7, pas forcément pour les fans d'Enix, on va dire. Mais voilà, une série remportée 4-2 quand même de façon assez solide, même s'il y a beaucoup de matchs qui tournent en leur faveur sur des situations de match serré. Voilà, on se souvient notamment du Game 2 avec ce mini scandale autour de l'arbitrage sur la remise en jeu, sur la faute offensive, machin. Toujours est-il que, hormis cet accident industriel du Game 5 où les Knicks, très honnêtement, laissent passer leur chance de remporter ce match, ils auraient plié la série en 5 face à des Sixers qu'on voyait quand même très beau, et beaucoup de gens, dont moi, hein, je m'inclus d'ailleurs, voyaient les Sixers passer. Donc une série
quand même maîtrisé, j'ai envie de dire, malgré beaucoup de matchs serrés, avec un Jalen Brunson qui a été historique de volume. Alors, parfois dans le mauvais sens, avec de l'inefficacité digne d'Allen Iverson, parfois digne de Michael Jordan, hein, puisque en termes de matchs joués, en termes de tirs tentés, de séries de matchs joués avec 26 tirs tentés, il était arrivé au niveau de Jordan, et au-dessus, il n'y avait que Allen Iverson en 2001. Donc c'est pour vous montrer un petit peu à quel point il était sur un haut level de usage. Et après, face à Indiana, c'est une série que New York mène 2-0. C'est une série où New York est pas loin de mener 3-0 avec l'énorme coup de chaud de Donte DiVincenzo. Et malheureusement, quelques approximations dans le quatrième quart. Un énorme lucky shot d'Andrew Nembhard, qui, on se rappelle, se met quand même la balle dans la tête avant de rentrer son tir. Alors, comme il était, je crois, à 0/7 ou à 0/8 avant ce tir-là, c'est peut-être ce qu'il fallait pour régler la mire, mais voilà. Sans ça, les Knicks auraient peut-être mené 3-0 et l'issue aurait été tout autre, mais on peut pas parler de ce run des Knicks sans évoquer, bien sûr, les blessures, puisqu'il y avait déjà la blessure de Julius Randle avant le début des playoffs, qui était out pour toute la saison, et puis ça s'est accumulé, que ce soit Isaiah Hartenstein qui a eu quelques bobos, Bojan Bogdanovic qui a décidé de quitter l'aventure, de quitter la villa pendant la série face à Indiana, puis après OG Anunoby, puis après Josh Hart, puis après Jalen Brunson. Enfin, globalement, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont tombés du côté de New York. Donc crédit rendu à Indiana, mais on peut quand même se dire que, allez, ne serait-ce qu'avec un OG Anunoby qui joue l'intégralité de la série, ça aurait peut-être été les Knicks en finale de conf. Donc voilà, résumé des playoffs, globalement, moi je trouve positif, même largement positif, compte tenu des blessures, avec un léger regret en disant « Ah, mais t'avais quand même un bilan exceptionnel quand Julius Randle, OG Anunoby et Jalen Brunson jouent ensemble. » C'est ça, c'est au vu de l'accident, je vais y arriver, industriel Bucks, tu es en droit de te dire que cette équipe-là avait le talent et a largement le talent pour accéder au final de conf. Que rajouter après ce que tu as dit? On raconte rarement des anecdotes personnelles, mais moi je suis obligé de raconter celle-ci. C'est que je regardais la fin du match 2 dans le bus quand j'étais à Séoul, et la fin était tellement haletante que j'ai volontairement raté mon arrêt de bus pour pas sortir du Money Time, tu vois. Parce que je me dis non, j'ai pas envie de sortir maintenant, je rate mon arrêt, je reprendrai de l'autre côté, je m'en fiche, je rate pas la fin du match. Bref, voilà. Donc c'est pour vous dire, et je te rejoins parfaitement, c'était une série vraiment divertissante et avec une capacité des Knicks à avoir des role-players qui alternent le bon et le moins bon. Enfin, tu vois, on parlait de Donte DiVincenzo. Il y a un moment où Donte DiVincenzo, c'était la deuxième option des Knicks dans un deuxième tour de playoff. Enfin, on était où là? Ce qui montrait aussi, du coup, qu'il y avait vraiment une hécatombe du côté des Knicks. Tu l'as dit, tu perds Audi, tu entames les playoffs sans Julius Randle. Tu te retrouves à donner, on en parlait en off, des minutes à Jericho Sims dans un match 7. Enfin, voilà. Je sais qu'on en reparlera de ce problème des minutes et peut-être de ce faux débat autour des minutes accordées à Tom Thibodeau, constant mais divertissant. Je pense que c'est l'équipe divertissante, et pour revenir sur ce que tu as dit par rapport à la meilleure série des playoffs, je pense qu'il y a vraiment débat. C'est vrai que ça m'énerve de te rejoindre sur ça, mais c'est vrai le Denver Minnesota a pas assez de matchs serrés. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le Denver Minnesota, je sais plus qui disait ça, j'entendais ça dans un podcast américain, il y a combien de matchs du Denver Minnesota qui vont repasser sur NBA TV dans 10 ans, en fait? Là où des matchs il y a des matchs qui vont repasser de cette série-là dans 10 ans, parce que il y a des fins de matchs qui sont complètement lunaires. Donc, je te rejoins peut-être là-dessus. Est-ce que tu veux ta petite incise sur le temps de jeu? Constat, est-ce que tu veux la mettre maintenant ou on se la garde pour plus tard dans le podcast? Non, on peut la mettre maintenant, puisque ça fait, puisque là, on revient sur les playoffs des Knicks. Non, je voudrais un petit peu éclaircir certains points, enfin, disons, apporter ma pierre à l'édifice du débat qui n'avance nulle part, à savoir le temps de jeu des titulaires sous Tom Thibodeau. Parce que je lis beaucoup de gens qui disent oui, Tom Thibodeau, c'est pas sérieux, il fait jouer 45 minutes ses titulaires en playoff, il fait jouer 48 minutes Josh Hart, mais faut pas s'étonner après si les joueurs se blessent. Alors, je vais vous poser une question très simple à vous, chers auditeurs de Dunk Hebdo. Tom Thibodeau, il est payé grassement pour quoi? Pour gagner des matchs ou pour donner 15 minutes à Dequan Jeffries ou à Jericho Sims? Non, il y a un moment où les joueurs... vous regardez les blessures des Knicks.
Oh, Julius Randle, il se fait l'épaule sur une mauvaise réception face au hit. C'est pas une fatigue musculaire, c'est pas parce qu'il y a eu un trop gros temps de jeu. Mitchell Robinson, il n'a pas attendu l'arrivée de Tom Thibodeau pour se blesser. Hein. Il se blessait déjà avant, et il se blessera toujours après. OG Anunoby, il n'a pas attendu l'arrivée de Tom Thibodeau pour se blesser. C'est un des facteurs qui était un peu embêtant sur la fin de son stint avec Toronto. Pour moi, Bojan Bogdanovic, c'est pareil, il n'a pas attendu l'arrivée de Tom Thibodeau pour se blesser, sachant que la blessure, c'est pas une fatigue musculaire. Pour moi, la seule blessure qui peut vraiment être impactante sur le temps de jeu, c'est celle de Josh Hart, parce que c'est une déchirure, et peut-être qu'avec la répétition d'efforts, tu peux avoir des prédispositions, on va dire, qui peuvent amener à cette blessure-là. Toujours est-il que Tom Thibodeau, il a fait ce qu'il pouvait faire avec l'effectif qu'il avait, c'est essayer de remporter des matchs et pas donner, 25 minutes à, comme j'ai dit, Jericho Sims. Alors là où, malheureusement, ça l'a un peu desservi, c'est qu'avec les blessures, il a redonné du temps de jeu à Alec Burks, qui a été plutôt bon. Donc là, les gens peuvent dire, oui, mais pourquoi il n'a pas donné plus de temps de jeu à Alec Burks avant? Peut-être parce qu'Alec Burks, il était catastrophique en saison régulière avant. Si c'est une explication. Personne voulait lui donner du temps de jeu. Voilà, personne voulait donner du temps de jeu. Même sur les minutes qu'il avait au Knicks en saison régulière, il n'était pas bon. Et je dirais qu'il y a un peu un espèce de réputation qui est tenace. Et on sait que les réputations sont difficiles à effacer une fois qu'elles sont bien ancrées dans l'esprit du grand public. C'est que bizarrement, j'ai vu tout le monde critiquer le temps de jeu de Thibodeau quand il mettait 48 minutes à Josh Hart. Par contre, j'ai vu personne dire quelque chose quand Nick Nurse donnait 45 minutes à Joel Embiid qui était sur une jambe, globalement. Hein. Sachant que là, pour le coup, tu mets beaucoup plus en danger l'intégrité physique de ton joueur pour le cas de Nick Nurse que pour le cas de Tom Thibodeau. Sachant que Nick Nurse, je vous laisse aller checker aussi les minutes des titulaires sous Nick Nurse à Toronto. C'était quelque chose. Donc voilà, je trouve que ce débat autour, oui, les minutes de Tom Thibodeau, il y a des joueurs qui se blessent. Il a eu le malheur d'avoir un joueur majeur qui s'est blessé. En plus de ça, c'était un joueur qui était apprécié par toute la communauté NBA, donc ça lui a collé une réputation. Sauf que voilà, il y a un moment, Tom Thibodeau, il coach aussi pour remporter les matchs. Josh Hart, je sais jamais plaint de son temps de jeu. Il était même dégoûté quand il devait sortir sur le banc durant la série face à Minnesota. Jalen Brunson ne s'est jamais plaint non plus. Donc tous les joueurs adorent Tom Thibodeau. Enfin, tous les joueurs coachés par Tom Thibodeau adorent Tom Thibodeau. Donc, c'est pas comme si c'était un tortionnaire non plus à George Karl qui arrivait à s'aliéner tout le monde au bout de 3 semaines. Donc voilà, je trouve que c'est un non-débat. Encore une fois, il coach pour remporter des matchs et il coach pas pour donner ah oui, alors peut-être que lui va se blesser, je vais donner 25 minutes à Jericho Sims. Surtout quand on a vu ce que ça a donné sur la série face à Indiana. Puis il y a une notion, tu l'as dit, Constant, de gestion des joueurs. Les joueurs en play-off, ils font toute la saison régulière pour jouer en play-off. Ils vont pas. La gestion, ça amène beaucoup de frustration aussi. Les joueurs le disent très souvent en interview, etc. Ils souhaitent être sur le terrain. Après, seule chose que je peux rajouter, c'est que les réputations sont tenaces en NBA et je pense encore plus au niveau des coachs où si tu prends le cas d'un Ty Lue, Ty Lue pendant très longtemps a été présenté comme un mauvais coach alors qu'il proposait des vraies choses du côté des Clippers, mais il avait une réputation qui lui collait. Alors, faut peut-être dire que l'appréciation des coachs demande peut-être une analyse beaucoup plus fine que personnellement même moi je prétends pas avoir, mais qui est peut-être un peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'au niveau du temps de jeu de Thibodeau, il y a un moment, quand on arrive à faire jouer Jericho Sims des minutes importantes, il s'agirait de comprendre que tu vas tirer sur les autres titulaires, effectivement. Et quant aux conséquences de ce temps de jeu assez important, je trouve que là, parfois, on a un peu tendance à pas tous, mais il y a beaucoup de fans NBA qui ont tendance à s'improviser médecin, là où en fait on n'a pas le degré de compétence pour savoir si le temps de jeu va vraiment causer certaines blessures ou pas. Donc voilà. Ouais. Je te rejoins complètement. Je vous rappelle aussi, puisqu'on parle beaucoup, là, on peut parler du temps de jeu des superstars. Je vous rappelle que Luka Doncic, il est blessé depuis le début des playoffs. Il a 2 matchs à moins de 40 minutes sur ses playoffs 2024. Il en a joué 16. Hein. Il y a des matchs à 45 minutes de Luka Doncic, il y a des matchs à 46 minutes de Luka Doncic. Donc à un moment, je veux bien qu'on soit critique envers Tom Thibodeau, mais dans ce cas-là, appliquons le même schéma vis-à-vis des autres coachs et vis-à-vis des autres superstars et pas juste un joueur, parce que c'est le coach qui a eu le malheur de laisser Derrick Rose sur le parquet, quand bien même je pense que Derrick Rose, de toute façon, de par son style de jeu, se serait blessé à un moment ou un autre. Et d'ailleurs, je pense que là, ce qui dessert les Knicks, c'est justement leur parcours en play-off, où ils ont eu énormément de matchs serrés.
Parce que la question se serait peut-être moins posée, moins mis en avant, même si c'est un sujet qui revient tout le temps avec Thibodeau. S'il n'y avait pas eu autant de matchs serrés, peut-être que mécaniquement, les moyennes de minutes auraient été un peu plus basses. Bien sûr. Enchaînons, Constant, sur le premier point, la première problématique, et on va parler de hiérarchie, parce qu'on a parlé de ces playoffs et on l'a mentionné, Julius Randle n'était pas là, et justement, ça pourrait être une problématique, selon toi, à son retour. C'est un point à surveiller. Disons que les problématiques des Knicks, il y a le troisième la troisième problématique qui est un avis un peu, une opinion personnelle, on va dire, plus qu'une réelle problématique. La deuxième, c'est purement factuel. Et sur cette première, c'est une interrogation que j'ai. C'est qu'on a vu, globalement, à partir du moment où Julius Randle s'est blessé, on a vu un Jalen Brunson qui était j'ai les stats, 38% d'usage à partir du moment où Randle se blesse, 38% d'usage sur les playoffs. Il avait un usage, pour le coup, de superstar. Il avait le même usage qu'à Luka Doncic. Je vais aller regarder les séries de playoffs, le premier tour face aux Sixers en termes de usage. Quels étaient les autres joueurs à avoir eu autant de usage sur une série de playoffs? Vous tombez sur du Russell Westbrook des grandes années, vous tombez sur du Michael Jordan, vous tombez sur du Luka Doncic, donc que sur des joueurs finalement d'élite. Et on a vu, à un certain degré malgré tout, que ça fonctionnait quand même très bien. Et que je suis pas très loin, globalement, de dire que Julius Randle a un peu subi la théorie Rudy Gay au Grizzlies, c'est-à-dire qu'il se blesse en cours de saison, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui prend sa place, et en fait, on se rend compte que ça marche plutôt bien en fait sans lui. Donc c'est un peu cette théorie-là, mais c'est la question de la hiérarchie, parce que on a vu, il y a certaines situations où Jalen Brunson, tout était difficile pour lui. C'est-à-dire qu'il devait tout créer via le dribble, il devait tout créer tout seul. L'apport d'un Julius Randle, par exemple, pourrait être intéressant sur quelques situations de playmaking où ça pourrait libérer Jalen Brunson sur du catch and shoot. Toujours est-il que, selon moi, avec ces playoffs 2024, on a clairement vu que Jalen Brunson s'était établi comme un 1A et pas comme quelqu'un qui partage la gonfle avec Julius Randle. Dans le sens où, si vous regardez l'usage avant la blessure de Julius Randle, Jalen Brunson est à 32, Julius Randle est à 29% d'usage. En saison régulière, ça peut potentiellement passer cet équilibrage au niveau du usage, encore que l'ajout d'un joueur comme OG Anunoby est un joueur potentiellement qui peut réduire aussi les usages de ces deux joueurs-là, parce qu'il faut aussi alimenter OG Anunoby et que c'est un joueur qui peut créer quelques décalages avec du pull-up à mi-distance, on l'a vu un petit peu sur ces playoffs-là. Mais la question que je me pose, oui, c'est là, Julius Randle va revenir dans l'équipe de Jalen Brunson et pas dans une équipe qui partage avec Jalen Brunson comme c'était le cas l'an dernier, voire même qu'il menait presque sur la saison 2022-2023, la saison où il est au NBA. Si tu retiens un joueur d'Enix, on va dire que la fanbase d'Enix retient Jalen Brunson, mais les médias ont retenu Julius Randle, c'est pour ça qu'il a été au NBA. Donc c'est une interrogation que je me pose, c'est que quid de la complémentarité entre Randle et Brunson, déjà, parce qu'on a vu que Randle cette saison était beaucoup plus dans un jeu post-up à sanctionner les mismatchs permanents plus que dans le shoot à 3 points, sauf que c'est des zones qui globalement correspondent aux zones où Jalen Brunson aime bien prendre ses tirs, les petits pull-up à mi-distance sur sa droite, et aussi la question vraiment de la hiérarchie. Selon moi, tu as une hiérarchie qui est fixée. On a vu qu'au niveau du playmaking, Jalen Brunson avait énormément progressé, avait été plutôt très bon, voire même excellent sur ses playoffs. Donc, je me pose la question de comment Julius Randle, qui n'est pas un joueur toujours fiable, que ce soit mentalement, que ce soit en playoff, comment va-t-il réagir à cette nouvelle hiérarchie qui a été instaurée un peu de par son départ ou de par son absence du côté des Knicks? Je me demande, tu vois, Constant, à quel point la hiérarchie n'était pas déjà... Alors, elle a été accentuée, elle a été gravée dans le marbre après ces playoffs, clairement. Et je me demande à quel point elle était... Ah, dans la roche, pas du tout. Oula, je fatigue. Oula. Bref. À l'occasion de ces playoffs, mais je me demande si c'était pas déjà un peu le cas avant. Enfin, moi, j'ai été regarder... Alors, j'ai pas été regarder le usage, j'ai été regarder une stat que j'ai toujours l'habitude d'aller regarder. C'est le temps de possession de Jalen Brunson sur ces playoffs qui était quand même à 10 minutes. Alors, j'ai remonté les 10 dernières saisons, 10 dernières campagnes de playoffs. 10 minutes de temps de possession, ça le classe 7e dans cette catégorie. Les seuls joueurs qui sont au-dessus, c'est Luka Doncic, Russell Westbrook et 3 campagnes de playoffs de John Wall.
Voilà, ça faisait peut-être 10 ans qu'on n'avait pas cité son nom dans le podcast, donc salut John Wall. Voilà. Donc en tout cas, et quand on regarde en fait cette stat, on remarque que déjà l'année dernière, il était à 9,9, oui, parce que c'est pas calculé en minutes, mais en virgule, bref, il était à 9,9 en termes de temps de possession, et il se classait 8e des 10 dernières années dans ce classement-là. Donc il y avait déjà cette propension de Jalen Brunson à prendre beaucoup de responsabilités sur du basket de playoff, et je me demande si la hiérarchie avait pas déjà été établie. Pour moi, ce qui va être mis en avant par cette campagne de playoff, c'est plutôt le rapprochement de Julius Randle comme alors je pèse mes mots, super role player, dans le sens où il est plus du tout proche du 1A qui est devenu Jalen Brunson, mais il est plutôt la première tête de ce groupe de role players qui a été beaucoup mis en avant par les Knicks. Je pense que ça valide plutôt ça, plutôt qu'il devienne un vrai B, parce que tu l'as dit, honnêtement, Julius Randle a montré beaucoup de failles sur des campagnes de playoffs. Alors certes, il en a commencé certaines blessées, il n'a jamais été à fond, mais j'aurais tendance à dire que pour moi, la question de la hiérarchie, c'est plutôt le déclassement de Julius Randle vers qui se rapproche des autres têtes de l'effectif. Tu vois, par exemple, en termes de hiérarchie, Constant, je te relance, est-ce qu'il n'est pas devenu plus proche de OG Anunoby que de Jalen Brunson maintenant? C'était exactement ce que j'allais dire. C'est finalement, il est plus proche d'Anunoby que de Brunson. Donc, mais après, peut-être qu'elle était déjà établie, peut-être qu'elle a déjà été établie en cours des saisons, peut-être qu'elle était déjà établie l'an dernier sur les playoffs, mais l'an dernier, il y avait ce côté, comme tu l'as dit, blessure de Julius Randle, plus contre-performance, qui a obligé un petit peu Jalen Brunson à prendre les commandes un peu par défaut. Ce qui n'était pas vraiment complètement le cas, je trouve, en saison régulière. Après, voilà, je peux me tromper. Mais il y a surtout ce côté où tu as vu, en gros, tu as vu qu'il y avait des manquements du côté des Knicks sur ces playoffs, de par l'absence d'un autre créateur. C'est-à-dire que les séquences, les minutes sans Jalen Brunson, globalement, pourquoi les Knicks n'étaient pas efficaces au rebond offensif, par exemple, là où ils l'étaient tout le temps quand Jalen Brunson était sur parquet? Parce que personne du côté des Knicks n'arrivait à trouver de décalage, n'arrivait à se créer de décalage via le dribble. Donc les adversaires n'étaient pas du tout inquiétés par le fait de sortir fort sur le joueur qui portait la balle, donc ils pouvaient sécuriser un peu plus le rebond défensif. Mais je me demande à quel point ce manque-là de capacité à se créer son tir, ou en tout cas ce manque de joueurs qui peut potentiellement faire les bonnes lectures, aider Jalen Brunson à se démarquer un peu plus off-ball, à quel point comment expliquer? À quel point ce profil-là est pas un profil que tu peux avoir et qui n'est pas nécessairement le Julius Randle avec tout le potentiel de usage que ça amène. Dans le sens où, ouais, ces décalages, tu peux l'avoir sur un joueur, mais qui ne te prend pas forcément 30% d'usage, comme c'est le cas de Julius Randle, avec tous les défauts qu'il peut amener, que ce soit au niveau des pertes de balles, que ce soit certains soirs où il n'est pas très efficace, plus certaines problématiques où il a été défaillant en plus. Ouais, sa capacité à prendre du volume est peut-être pas assez rémunératrice pour ce que ça te rapporte d'avoir un deuxième joueur qui prend du volume, vu que c'est Julius Randle, le joueur en l'occurrence, qui se prend ce volume, c'est peut-être pas assez rémunérateur pour eux. Justement, comme on commence à parler un peu du reste de l'effectif, Constant, enchaînons avec ta deuxième interrogation, et celle-ci, elle est peut-être au cœur de cet épisode à propos des Knicks, c'est la question salariale et surtout du proprio. On va parler CBA, on va parler luxury tax, on va parler première apron, second apron. Vas-y Constant, c'est parti. Oui, bah alors déjà il faut rendre à James Dolan ce qui est à James Dolan. Quand vous regardez l'historique des luxury tax bills, donc des montants de luxury tax payés depuis que ça existe, donc c'est depuis 2001 il me semble, 2001 ou 2002, les Knicks sont dans le top 5 de l'historique. C'est-à-dire que les Knicks sont parmi les 5 franchises qui ont payé le plus de luxury tax depuis que la luxury tax existe. Cependant, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas payé de luxury tax. Alors peut-être parce que c'était des équipes de merde. Il faut être honnête, et que t'allais pas non plus rentrer dans la luxury tax quand t'avais Alonzo Trier, quand t'avais Landry Fields, quand t'avais Ramon Sessions, quand t'avais Kylo Quinn et quand t'avais Frank Ntilikina à la main. Je suis d'accord. Donc et puis globalement, James Dolan, il voit ce que fait Leon Rose. Leon Rose, d'ailleurs, ça c'est un truc qui est apprécié par les fans des Knicks, qui n'a toujours pas donné une conférence de presse depuis son arrivée dans le board des Knicks. Ça fait 3 ans et demi quand même. Bon, je sais pas si du moment qu'il fait du bon boulot, après il peut ne pas parler. Disons que ses actes parlent pour lui, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les GM, j'ai envie de dire. Non, mais après au niveau salarial, alors c'est Knicks. On a souvent souligné la capacité des Knicks de faire les meilleurs coups quasiment à chaque free agency. On va être très honnête. Free agency 2022,
la meilleure signature, c'est Jalen Brunson. Free Agency 2023, la meilleure signature, c'est pas loin d'être Donte DiVincenzo. Et Jalen Brunson, globalement, est le meilleur contrat de NBA. Hein. Cherchez pas, vous trouverez pas mieux un joueur top. Je vous laisse compléter la position du DH20 qui tourne à 17% du cap et qu'en prend 16 l'an prochain, vous ne trouverez pas meilleur contrat. Et donc, Donte DiVincenzo était une excellente signature. Miles McBride, dont on n'a pas parlé sur le récap des playoffs, mais qui, lui, a été prolongé juste avant le trade de Quentin Grimes. Bah, ça tombe bien, tu vas toucher 4 millions par an pour être un sixième homme qui va jouer 30 minutes. Ça, je pense que l'agent de Miles McBride, il doit se bouffer les doigts de dire j'ai peut-être signé un peu trop tôt la prolongation. Je sais pas parce que s'il est chez CAA, qui est un peu les Knicks, c'est un peu la mafia CAA pour ceux qui connaissent pas, comme Tom l'avait expliqué, CAA, c'est en gros l'agent de toutes les personnes qui sont chez CAA, c'est le fils de Leon Rose qui est la personne qui est le dirigeant du côté des Knicks. Donc voilà, hein, on va pas se mentir, il y a des petits accords entre père et fils qui se font. Et non mais voilà, toujours est-il qu'au niveau des sous, ces Knicks, ils ont, comme je l'ai dit, beaucoup de contrats de qualité. Au niveau de leur role player, ils ont prolongé Josh Hart pour 4 ans à l'été dernier, donc ce sera la première des 4 années sur la saison 2024-2025. Ils ont Mitchell Robinson qui est toujours sous contrat. Ils ont Donte DiVincenzo qui est toujours sous contrat. Mais il arrive 2 problématiques. C'est que les Knicks, en comptant, sans compter la player option de OG Anunoby et en comptant le salaire garanti de Bojan Bogdanovic, puisque Bojan Bogdanovic doit toucher 19 millions l'an prochain. Sauf qu'il n'a que 2 millions garantis et que l'intégralité de son salaire est garantie d'ici la fin juin. Tu peux garantir l'intégralité de son salaire d'ici fin juin. On en parlera sur la 3e interrogation, mais les Knicks ont tout intérêt de garantir cet argent pour pouvoir utiliser son contrat pour un matching salary au niveau des trades. Toujours est-il que les Knicks sont à 127 millions de salaire garanti, donc avec Bojan Bogdanovic, sans la player option de OG Anunoby. OG Anunoby qui est free agent. Enfin, il y a une player option à 19 millions. Est-ce que vous pensez qu'il va la prendre? Non. Donc, il est free agent. Au moment du trade, je ne doute pas qu'il y ait eu un petit accord il y a eu un petit accord qui a été fait disant bon, on va te prolonger. Je pense que c'est le premier point déjà, juste sur le cas de OG Anunoby, avant de partir sur les cas des extensions de Jalen Brunson et de Julius Randle. Il ne faut pas sous-estimer à quel point la valeur marchande d'OG Anunoby peut donner un contrat très élevé au niveau du montant. C'est-à-dire que je ne suis pas surpris si OG Anunoby non, je ne suis pas surpris qu'OG Anunoby, je vais y arriver, qu'il prenne 25% du cap. Et si on est sur 25% du cap, on est sur du 35 millions la saison. Donc déjà, vous ajoutez les 120, vous prenez les 127, vous ajoutez les 35 millions, plus, ça on n'en a pas parlé, mais il y a les cap hold des 2 pics du premier tour qu'ils ont. Ils ont un pic 24, ils ont un pic 25. J'en parlerai aussi après. Eh ben, vous arrivez à une équipe qui est pas loin de la luxury tax, qui n'est pas très loin de la first apron, sachant que le point, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses salarialement pour les Knicks, le point Isaiah Hartenstein, bien sûr, que Tom a déjà évoqué. Isaiah Hartenstein, qui n'a signé que pour 2 ans sur ses Knicks, chez ses Knicks. Du coup, ils sont limités au niveau de ce qu'ils peuvent lui offrir. Ils peuvent lui offrir maximum 72 millions sur 4 ans, ce qui est déjà une bonne offre. Et je pense que potentiellement, Isaiah Hartenstein peut l'accepter. Donc, si vous ajoutez ces 2 salaires-là, vous êtes sur 50 millions quasiment de salaire annuel. Donc, vous avez une équipe qui est dans la first apron. Ça, déjà, c'est une première problématique. C'est non seulement les Knicks sont dans la luxury tax, mais en plus de ça, les Knicks seront dans la first apron à 12 millions de la second apron. Et pour éviter de faire un monologue sur ça, déjà, Ben, je vais te laisser réagir sur cet aspect. C'est que, avant de parler de Brunson et de Julius Randle, c'est que ces Knicks, attention à ne pas gâcher tous les excellents contrats que tu as eus, les Donte DiVincenzo, les Miles McBride, pour une augmentation un peu trop élevée de Anunoby. Non, mais c'était un monologue fascinant, constant. Comment réagir? Alors d'abord, sur OG Anunoby, clairement, on va être très honnête, tu l'as dit, le conflit d'intérêts est gigantesque. Et quand on regarde les équipes qui ont du cap cet été, et il y en a quand même beaucoup, là où je pense que Isaiah Hartenstein a pas tellement de marché, parce que si tu fais en fait la liste rapidement, tu vois qu'au niveau des équipes qui ont du cap, alors bon, on va se méfier des Pistons, parce que peut-être que les Pistons vont nous faire un truc avec un...
avec, avec un pivot, encore on sait pas. Mais Pistons, on n'y croit pas. Magic, on n'y croit pas. Sixers, on n'y croit pas. Jazz, on n'y croit pas. Raptors, on n'y croit pas. Thunder, Constant va me jeter des tomates, on n'y croit pas. Non. Hornets, on n'y croit pas. Spurs, on n'y croit pas. Voilà. Donc, en gros, quand tu regardes des équipes qui ont du cap et qui pourraient se positionner peut-être sur un pivot, bah, en fait, il n'y en a pas vraiment. Là où OG, vous refaites la liste des équipes que je viens de vous donner, il y a quand même certaines qui pourraient être très, très inspirées de s'aligner sur un OG. Donc, forcément qu'OG, c'est un secret de polichinelle, il va être signé. Et comme tu l'as dit, OG, c'est un joueur avec lequel j'ai une relation un peu difficile personnellement, parce que je pense qu'il a été, ça a été un joueur théorique pendant un grand moment et qui est devenu un joueur pratique sur sa campagne avec les Knicks et qui a justifié d'autant plus l'accord peut-être qui est préexisté avec son impact sur les Knicks où il a été un joueur qui a en partie transformé leur défense. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à le signer. Après, c'est vrai que c'est le problème, Constant, on en parlait en off, des équipes qui sont construites sur une ribambelle de bons role-players, c'est qu'il y a un moment, il faut que tu commences à les re-signer. Et tu les re-signes pas tu les re-signes avec l'augmentation que tu leur as fait prendre en les mettant dans des bonnes conditions pour performer. Bon, Oji Anunoby rentre pas trop dans ça, mais Isaiah Hartenstein rentre complètement dans ça. Il serait quand même inspiré, je pense, de le garder parce que Mitchell Robinson, tu l'as dit, tu es sûr qu'il va rater une vingtaine de matchs minimum. Ouais, 20 encore, donc, voilà, moi, généreux. Je suis généreux, il est tard. Hein. Mais donc, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'ils sont dans la position où ils sont face à deux profils qui vont devoir signer et qui sont dans la situation un peu compliquée où ils peuvent pas se permettre de les perdre, mais qu'une des deux signatures peut devenir problématique. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, sur Anunoby, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y aura beaucoup d'acheteurs potentiels, beaucoup de prétendants, mais comme la signature a déjà été faite en sous-main, ça va peut-être un petit peu réfréner l'espèce de compétition qui pourrait encore plus amplifier le montant global. Tu vois, on n'est pas sur, je sais pas, on n'est pas sur un... Sans le conflit d'intérêt, je pourrais te dire, il y a une équipe qui serait capable de mettre 40 millions sur OG Anunoby. Genre, Détroit, ils auraient été capables de mettre 40 millions sur OG Anunoby. Là, je pense que déjà 25% du cap, on est aux alentours de 35 millions, ça fait déjà une bonne marge. Isaiah Hartenstein, en fait, le truc, c'est que Isaiah Hartenstein, ok, les Knicks sont bridés au niveau du montant maximal qu'ils peuvent lui offrir, mais globalement, personne va lui offrir beaucoup plus. Je vois pas une équipe offrir 20 millions la saison à Isaiah Hartenstein. En plus, toutes les équipes que tu as citées, c'est potentiellement des équipes où il ne serait pas titulaire. Donc, je ne vois pas quitter New York, je ne vois pas quitter ses amis pour aller jouer un rôle de backup pour 6 millions de plus la saison. Donc sur ça, je pense qu'il va rester. Par contre, on arrive sur la vraie problématique de ces Knicks qui font que là, il y a une vraie question à se poser aussi sur le cas de Julius Randle. C'est que à partir du 12 juillet, Jalen Brunson, il est éligible à une extension de 4 ans, 156 millions. Alors, je sais que les fans des Knicks sont plutôt porteurs d'espoir vis-à-vis de la potentielle capacité de Jalen Brunson à signer cette extension. Seulement, je tiens à vous dire que si Jalen Brunson ne signe pas l'extension et qu'il est free agent l'été prochain, il sera éligible sur un contrat de 5 ans à 270 millions. Alors, je sais que globalement, le contrat de Jalen Brunson est déjà un premier braquage. S'il vient à signer l'extension, de 4 ans à 156 millions, faut lui faire une statue. Vous lui faites direct une statue au Madison Square Garden parce que alors là, le mec, il s'est déjà fait avoir sur le premier contrat et il va laisser 1 an de contrat et 115 millions sur la table. Moi, très honnêtement, j'attends de le voir pour le croire. Enfin, je n'y croirai que le jour où j'aurai la notif de Vosges ou de Shams disant que c'est officiel. J'y crois pas une seule seconde. Et même du côté du management des Knicks, si Jalen Brunson est prêt à faire ça, tant mieux, mais limite, je suis Leon Rose, je suis en mode, non, j'ai un peu de la peine. On t'a déjà eu sur le premier contrat. On va te le donner ton max. On va te donner tes 30%. Sauf que, Jalen Brunson a 30% du cap et Jalen Brunson a 17% du cap. Ça fait quasiment 2 fois plus sur le montant. Donc, ça fait 25 millions supplémentaires. Là, déjà, t'arrives, avec tous les salaires que j'ai mentionnés, l'accumulation de salaires, c'est déjà une équipe au-dessus de la seconde apron. Sachant que, à partir du 3 août, Julius Randle est éligible pour signer une extension de 4 ans sur 182 millions de dollars ou 3 ans, 140 millions de dollars s'il décide de prendre sa player option sur la saison 2025-2026. Donc, vous additionnez tous ces salaires, vous arrivez en territoire des Minnesota Timberwolves, j'ai envie de dire, au niveau de la seconde apron, au niveau de la luxury tax. Donc,
attention, moi c'est une problématique que je me pose, c'est que globalement le roster d'Enix, le 8-man rotation, la rotation à 9 hommes d'Enix, c'est parmi les meilleurs franchement de toute la NBA. Il y a pas mal d'overlap, il y a des joueurs très complémentaires entre eux. Enfin vraiment la rotation des 9 à 9 d'Enix en pleine santé, je la trouve très intéressante, mais attention quand même à arriver sur une équipe finalement où tu te retrouves largement au-dessus de la seconde apprendre avec tout ce que ça implique comme pénalité sportive, comme pénalité financière, etc., etc. Et est-ce que le proprio, James Dolan, qui globalement n'a pas grand-chose à gérer au niveau de son business autre que d'être le propriétaire des New York Knicks, est-ce qu'il va dépenser autant d'argent sur la table? Et encore une fois, est-ce que finalement avoir tous ces beaux contrats de role-player, quand tu auras quand tes deux meilleurs joueurs seront plus à 17 et 20% du cap, mais à 25 et à 30, est-ce que ça va pas énormément peser et de facto créer des problèmes salariaux qui vont amener au départ de certains joueurs? Deux joueurs, dont un qui est pas top 30 des H20, tu vois, par exemple. Il y a à ça fait. aussi sans être parce que si les deux joueurs en l'occurrence sont top 10 des H20, tu peux vivre avec ça, mais là c'est beaucoup plus compliqué. Et là où je te rejoins complètement, c'est que notamment sur le salaire d'Oji, je commence à voir beaucoup de trucs sortir sur l'arrivée des droits télé. Et moi, j'ai des PTSD de 2016 où on m'avait expliqué en 2016, non, t'inquiète, les contrats des Blazers seront bons parce que le cap va exploser. Bon, mollo, voilà, le cap a beau avoir explosé à ce moment-là, les contrats sont pas améliorés. Donc, je me méfierais sur l'investissement sur ce genre de joueur. Et là où je te rejoins aussi, c'est que par rapport à Hartenstein, pour revenir sur ce dossier qui est quand même très important, je me méfierais. Je pense qu'il va prendre un contrat court pour peut-être retomber free agent dans une situation qui serait beaucoup plus favorable vis-à-vis de lui, ce qui veut dire que tu vas peut-être re-signer Hartenstein cet été, mais tu l'auras pas 4 ans, tu l'auras peut-être 1 an, non, peut-être 2, ce qui fait que tu auras à nouveau une problématique qui va se poser sur le poste de pivot à moyen terme. Voilà. Ouais, alors, au niveau, enfin, deux, trois petites choses pour le CBA. De toute façon, avec les nouveaux droits de télé, ça a été signé, enfin, pour le salary cap, ça a été signé dans le nouveau CBA que le cap sera augmenté de maximum 10% chaque année. Donc, il va pas exploser comme il a explosé en 2016, enfin, 10 points de pourcentage. Et il va pas exploser comme il a explosé en 2016. Le seul avantage, entre guillemets, c'est que comme les extensions sont soit de 5, soit de 8%, en fait, avec un salary cap qui augmente de 10 points de pourcentage, même s'ils sont indexés, ils vont prendre une place moins importante dans le cap. Et au niveau d'Isaiah Hartenstein, tu as raison, peut-être qu'il prend qu'un an, histoire de dire, ça fait 3 ans que je suis dans mon équipe possède les full bird rights, donc à partir de là, tu peux lui proposer le montant que tu veux. Peut-être que d'ici un an, on y retourne avec un montant plus élevé. Effectivement. C'est vrai que, pour expliquer sans perdre trop de temps, je trouve que parfois on se rassure trop en se disant, ah oui, avec un cap qui va augmenter de manière successive, ce salaire-là sera moins important dans la proportion qu'il aura dans 3-4 ans, mais ça sera peut-être toujours un mauvais salaire en fait, même s'il perd quelques points en termes proportionnellement. Passons. Avançons, Constant, parce qu'on est long là sur la théorie du trou de souris. C'est comme ça que tu as intitulé ce 3e point. Alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Parce que d'habitude, ça, c'est un thème dont on parle avec Boston. Ouais, je vais me faire un petit peu taper dessus, mais c'est un avis personnel ou c'est une impression personnelle, toujours est-il, vis-à-vis de Phoenix. J'ai un peu l'impression que, vous voyez, là, quand on va arriver au mois de septembre et qu'on va faire la liste des contenders, on va dire, alors dans le tiers 1, il y a Boston, il y a Denver, il y a Minnesota, il y a, je sais pas, il y a Indiana, il y a qui vous voulez. Et dans le tiers 2, on va faire, il y a les Knicks. En fait, moi, j'ai peur vraiment de cette théorie j'ai peur que ces Knicks soient condamnés à la théorie du trou de souris. C'est, en fait, il n'y a pas de dynastie. Bon, allez, on va en gratter un, là, comme Toronto est parti en gratter un, là, un peu comme des voleurs. Moi, c'est un truc qui m'inquiète vis-à-vis de ces Knicks, c'est que, au-delà du titre un peu provocateur du trou de souris, je me demande, en fait, qu'est-ce que doivent faire les Knicks pour être considérés, pour vraiment s'inscrire comme le principal adversaire de Boston la saison prochaine. C'est-à-dire que globalement, Boston, on ne sait pas, voilà, peut-être qu'ils seront champions NBA, peut-être qu'ils ne seront pas champions NBA. Toujours est-il que, hormis remodelage complet de l'effectif, ce qui n'arrivera pas, ils feront encore une fois figure de favoris dans la conférence Est. Sauf que derrière, il y a une meute d'outsiders quand même intéressante. Alors, Milwaukee, bon, voilà, on en pense ce qu'on en veut de Doc Rivers, d'un effectif vieillissant,
mais voilà, ça reste quand même malgré tout pas sous-estimé. À partir du moment où Giannis Antetokounmpo joue des matchs de playoffs qui ces 2 dernières années n'arrivent pas tellement. Tu me fais Ouais, très mal là, Constant. ah, je sais. À ne pas sous-estimer Philadelphie aussi, puisque Daryl Morey, on ne sait pas ce qu'il est en train de nous préparer, mais peut-être qu'il y a un Paul George qui va sortir du fourneau et qui du coup peut redessiner un petit peu une partie remodeler un petit peu une partie de la conférence S en disant bon ok Philly là avec ce trio ça peut être intéressant. Donc voilà, je me demande un petit peu que doit faire New York pour vraiment s'inscrire en tant que principal adversaire de Boston. Et ouais, cette théorie du trou de souris où je me dis, en fait, je regarde l'effectif de Boston, je vois beaucoup de joueurs de qualité, mais est-ce que c'est un roster que j'envisage comme étant un des favoris au titre ou comme étant la meilleure équipe restante sur une saison, hormis voilà, cas exceptionnel, blessure de certains joueurs majeurs comme on a pu le voir cette saison. Encore une fois, la théorie du trou de souris, il y a une opportunité, on se jette dedans. Et ben, j'ai du mal parce que comme tu l'as dit, il y a Jalen Brunson qui est un joueur, bah, voilà, spoiler alert, il va pas être top 3 du DH20. Il sera dans le DH20, mais il va pas être top 3 du DH20. Donc déjà, au niveau de son classement, j'ai quelques doutes, même si ça relance les débats. Oui, est-il un 1A ou pas qu'il y a eu sur ESPN? Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais quand tu vois que le deuxième joueur, c'est potentiellement Julius Randle, qui est loin d'être une assurance tout risque en playoff et qui au maximum est un top 30 DH20, mais un top 30 NBA. Quand on regarde les contenders, finalement, des deuxièmes meilleurs joueurs d'équipe contender où c'est un top 30 NBA, il n'y en a pas tant que ça. Et généralement, si le deuxième meilleur joueur, c'est un top 30 NBA, ça veut dire que le premier est dans le top 5, dans le top 6 ou dans le top 7. Donc moi, c'est un point qui m'inquiète un petit peu. Et je me demande à quel point ces Knicks-là n'auraient pas tout intérêt à faire, bon, vous savez quoi, Bojan Bogdanovic avec les 19 millions, on va prendre les 19 millions de toute façon qui seront perdus dans un an, donc qu'on va utiliser. On va essayer de prendre Julius Randle, notre pick 25, notre pick 28, et on va voir qui est disponible. Et la problématique, c'est que des joueurs potentiellement qui sont au max ou qui sont au super max et qui pourraient un petit peu renforcer ces Knicks, des joueurs disponibles sur le marché qui apporteraient une valeur sportive supplémentaire à ce qu'apporte Julius Randle sur le parquet. Il n'y en a pas tant que ça, mais j'ai peur qu'en l'état, avec cet effectif, tu sois limité, mais limité très haut, c'est-à-dire limité finale de conf, mais qui te manque toujours ce petit truc que possèdent les équipes championnes et que toi tu n'as pas, hormis, encore une fois, la théorie du trou de souris. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, l'axe de progression, c'est le deuxième meilleur joueur de l'effectif, en fait, qui doit être bien plus fort. Parce que tu as, théoriquement, alors on en parlera beaucoup, ça, je pense, dans notre épisode sur la fenêtre de titre, ou peut-être l'idée que il y a peut-être d'autres prototypes d'équipes championnes qui sont en train de se dessiner, mais ce qui est sûr, c'est que il te faut une première option très très haute, et oui, il y aura un débat, est-ce que Jalen Brunson fait partie de ce club VIP, et en tout cas, qu'il en fasse partie ou pas, il faudrait un deuxième joueur un peu meilleur. Comme tu l'as dit, ce qui va être très très compliqué, c'est que là, ils sont dans la situation où, certes, ils ont des assets, parce que ça m'a beaucoup étonné en disant ça sur ESPN, mais ils sont donc derrière, forcément, OKC, San Antonio et Utah en termes de first qui peuvent être tradés sur les 7 prochaines années. Donc ils ont des pièces. Ils ont des contrats potentiellement tradables. La question, c'est en fait toujours cet équilibre à trouver pour ces équipes qui sont composées d'un bon joueur mais de pléthore de role players, c'est-à-dire certes, tu vas peut-être aller chercher cette deuxième option, mais si c'est pour t'enlever ta force qui est d'une rotation, comme tu l'as dit, à 8-9 très très forte, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc ils sont dans cet équilibre-là. Et par contre, je suis totalement d'accord sur le constat que honnêtement, dans l'épisode fenêtre de titre, je serais très étonné de mettre les Knicks dans le premier chapeau. Je les mettrai pas dedans parce que il y a un déficit peut-être de cette deuxième option. Et aussi, on en parlait beaucoup, tu vois, ensemble, Constant, au début du podcast je suis sceptique quant à la forme que prend l'attaque des Knicks en playoff avec une sur-implication de Jalen Brunson, en fait. Pour moi, c'est ça aussi. C'est que le basket qu'il propose en playoff requiert que Jalen Brunson soit sur des standards inhumains pour que ça soit viable et que de l'autre côté, leur défense soit imperméable. Je suis pas encore certain que ça soit une potion qui puisse marcher, donc j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Mais après, par contre, je dirais juste une chose. Je pense à la théorie du trou de souris pour aller en finale de conf. Et je me demande à quel point c'est pas une victoire pour eux d'être en finale de conf aussi.
Moi, je pense que c'est pas une théorie enfin, c'est pas la théorie du trou de souris à partir du moment où sans blessure, ils y étaient déjà en finale de conf cette année. Hmm. Et enfin, ils sont à un Oui. match 7 à domicile d'hier. Alors après, oui, on peut dire oui, les Bucks se sont blessés, mais peut-être que voilà, comme on était déjà sceptique sur la capacité de ces Knicks à sortir les Sixers, peut-être que si tu avais eu un Knicks Bucks en demi-finale de conf, bah, peut-être que la défense en drop de Brook Lopez, elle aurait emmené Jalen Brunson à 45 points par match. Donc il y a un Oh, moment. surtout que je l'avais bossé, ça je te coupe, je l'avais bossé sur la saison. Je m'étais fait les clips de Jalen Brunson contre les Bucks. Aïe, aïe, aïe. Bref. Bien sûr, mais je me Aïe, aïe. demande On aurait mis 45. bien sûr. Mais je me demande à quel point ces Knicks, ils sont pas aussi, de par ce que j'ai expliqué, de par le peu de joueurs qui seraient réellement capables d'améliorer leur effectif présent sur le marché des transferts, je me demande à quel point ils sont pas condamnés à attendre un an. Et de revenir avec la même itération et d'attendre l'été 2025 et de surveiller ce qui peut se passer du côté de Cleveland, même si je sais que les fans des Knicks sont pas très fans de Donovan Mitchell, voir ce qui peut se passer du côté de Phoenix. Hein, je sais que les fans des Knicks, pour le coup, ils aiment bien Devin Booker, donc on salue la Sus Nation qui prend une balle en passant si jamais elle nous écoute. Non, mais voilà, je me demande à quel point ces Knicks, en fait, ils pourraient, comme tu l'as dit, ils ont des contrats de taille intermédiaire, les Josh Hart, les Mitchell Robinson, ils ont des assets, mais le manque de superstars qui pourraient vraiment améliorer leur effectif fait que ils sont peut-être condamnés à attendre une année finalement, malgré tous les assets qu'ils ont à leur disposition. Puis on va pas faire trop long, mais il y a aussi une question du type de superstar ou de joueur de complément à la version de Jalen Brunson Playoff. C'est pas un profil très simple en fait que tu dois aller chercher en théorie, surtout si imaginons que tu perds d'ici là un Hartenstein, peut-être pas, ou en tout cas c'est un profil assez compliqué qu'ils doivent aller chercher. Donc à voir, parce que typiquement moi j'aime beaucoup Donovan Mitchell, mais un backcourt Brunson-Mitchell, j'aurais des gros doutes parce qu'en gros, historiquement, les petits backcourts posent des gros problèmes en playoff. Enfin, il y a assez de documentation là-dessus. Ouais. Alors, Constant, ton dossier sous-côté, est-ce qu'on l'a pas déjà plus ou moins entamé? C'est la capacité de Leon Rose à tout faire exploser. On en a plus ou moins parlé. Donc, cette capacité à dire, allons-y, on va faire exploser cet effectif malgré les promesses de ce mois de janvier, par exemple. En tout cas, la capacité à saisir l'opportunité quand elle se présente, plus que vraiment à faire à exploser l'effectif, faut à sentir qu'il y a un coup à faire et du coup, il décide de faire ce coup, même si ça implique de sacrifier certains joueurs qui étaient très importants lors du précédent round. C'est-à-dire que on a vu Emmanuel Quickley, alors il y avait des négociations contractuelles qui s'étaient pas très bien passées, donc ça a forcé un petit peu le trade, mais RJ Barrett, Quentin Grimes, c'était des joueurs qui étaient titulaires l'an passé. Leon Rose, il a fait, vous savez quoi? Je vais les trader. Donc attention à cette capacité, comme j'ai dit, d'utiliser les 19 millions de Bojan Bogdanovic, parce qu'ils seront plus là la saison prochaine et que si tu les utilises pas, ces 19 millions qui sont perdus. Donc quitte à être une équipe de la seconde à prendre, autant dire, bon, tu sais quoi, allez, les 19 millions, je vais les prendre avec mes 2 first round et je vais en faire quelque chose. Mais attention, ouais, à cette. Je pense que hormis Jalen Brunson, et peut-être Dante DiVincenzo et Miles McBride, peut-être ces 3 joueurs, je pense que personne n'est à l'abri du côté de New York s'il y a la bonne opportunité qui peut se ramener pour en tout cas dans l'esprit de Leon Rose, pour vraiment améliorer cet effectif. Encore une fois, toujours faut-il que la bonne opportunité se présente, ce qui ne sera peut-être pas le cas. Eh bien, on va conclure là-dessus. Constant, un épisode où on a quand même été tatillon, parce que globalement, on l'a dit, hein, les Knicks ont été divertissants, les Knicks ont la été question. un acteur majeur de l'Est. J'ai oublié la question. Ben, tu m'avais promis une question. Ouais, mais justement sur ces Knicks, Ben, toi qui présente et qui globalement réécoute tout ce qu'on dit, est-ce que les Knicks, ça fait globalement 2 années de suite qu'on est positif sur eux dans leur post-mortem et qu'on est positif sur eux à un échelon supérieur. C'est-à-dire que l'an dernier, on disait bon, ils ont passé un tour, mais est-ce qu'ils sont pas plafonnés un petit peu? Est-ce qu'ils n'ont pas un plafond de verre? Là, on se dit bon, est-ce qu'ils sont dans le tiers 2 des contenders? Finalement, les Knicks, ça fait 2 ans et je me demande si 2 post-mortem de suite, je me demande si les Knicks, c'est pas l'équipe où on tire le post-mortem le plus optimiste ou le plus positif chaque année, 2 années de suite. Si. Et je me demande si c'est pas le traumatisme des années précédentes qui fait ça. C'est possible. Mais c'est aussi témoin de leur marge de progression, je trouve. Ouais, parce que l'année dernière, franchement, des post-mortem ultra positifs, il y a eux et il y a peut-être les Kings qui étaient assez positifs. Et
C'est tout. Après, c'est aussi à mettre en miroir avec les ambitions qu'on met à cette équipe aussi, peut-être. Je pense que collectivement, on refuse de mettre beaucoup d'ambition en Knicks vu le passif. Disons Parce que que, si l'an prochain on les classe comme tier 2 dans le contender et qu'ils se font éliminer en demi-finale de conf, il sera bien plus négatif. Disons que les attentes qu'on avait vis-à-vis des Knicks étaient plus basses que via les Clippers par exemple. Et toujours est-il que l'an dernier on disait ouais bon, enfin, toi et Amine vous disiez ouais bon premier tour. Et puis là t'arrives en fait effectif au complet finale de conf. Je trouve qu'il y a du positif mais quand même en passant à cap j'ai envie de dire en t'extirpant un petit peu de la masse. Cleveland, Indiana, sans faire offense à Indiana, mais Cleveland, Indiana, de ces équipes un peu coincées premier tour ou 4-1 en demi-finale de conf. ah, mais très clairement, pour moi, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour les Sixers. Il y a beaucoup d'interrogations, mais pour moi, ils sont dans ce top 4 qui se dessine à l'Est avec Celtics, Bucks, Sixers et eux. Du coup, effectivement, pour un peu répondre à ta question, l'année prochaine, par contre, je pense que là, on reverra les attentes à la hausse et là, il y aura pas d'excuses. En tout cas, il y aura un post-mortem ou en tout cas, il y aura des attentes qui seront revues effectivement à la hausse et il y aura pas de caresse si ça vient à sauter, sauf si, bien évidemment, il y a le cas blessure. Bien évidemment. En tout cas, Constant, ah là là, je crois qu'on va avoir le record du plus long. Ouais, Alors, on l'a quoique déjà, non, ouais. parce que les Bucks, ça va peut-être être 1 heure de moi qui pleure, donc on sait pas. Donc, en tout cas, on sait pas encore. Donc, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés, chers fans des Knicks. Puis les fans des Knicks, ils aiment bien ça parce que beaucoup de fans des Knicks ont cru qu'on avait une dent contre eux alors que vous étiez juste pas très bons, chers fans des Knicks, pendant très longtemps. Maintenant, vous êtes bons. Eh bien, vous nous avez offert une campagne de playoff vraiment, vraiment divertissante. Donc, forcément, qu'on a dû dire du bien de vous. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois pour un nouveau post-mortem. Il nous en reste très peu. Je ne pense pas qu'on arrivera à réaliser notre objectif de tous les sortir avant les finales NBA, mais on voulait sortir à tous à un moment. En tout cas, on vous remercie. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord, que ça soit sur Spotify où vous pouvez commenter, vous pouvez laisser des petits messages, on les lit sur Apple Podcast ou sur YouTube. Nous, Constant, on se repose un peu parce qu'il y a un match qui va nous attendre. Bon, spoiler, on révèle tout. Il y a un match 5 de finale de conférence à l'Ouest qui nous attend pour peut-être avoir la future affiche des finales NBA. D'ici là, on se retrouve pour un nouvel épisode avant les finales NBA qui vont bientôt arriver. Constant, je me dis déjà comment on va faire la preview. Je sais pas encore. Bref, en tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut! Salut!